Nous sommes tous drogués à la nouveauté. La dernière mise à jour de ChatGPT, le tout nouvel outil à la mode, Vibe Coding, Nano Banana, Claude Code, et j'en passe. Mais très peu savent comment fonctionne l'outil le plus important de tous, notre propre cerveau créatif. Et si je te disais que tu peux hacker le logiciel de ton cerveau pour décupler ta créativité? Parce que dans notre monde en rapide évolution, la capacité à s'adapter à de nouvelles situations, à trouver de nouvelles solutions à des problèmes complexes est devenue infiniment précieuse. Au point que la pensée créative est maintenant considérée comme la compétence la plus importante dans le monde moderne. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens ignorent encore? Eh bien tout d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, mais aussi et surtout parce que pendant très longtemps, l'intuition et la créativité étaient considérées comme une boîte noire. Nous ne savions pas d'où elle venait, ni comment maximiser nos chances de trouver de nouvelles idées créatives. Mais il y a tout juste une quinzaine d'années, deux neuroscientifiques, Biman et Kounios, ont décidé de mener quelques expériences qui nous ont grandement éclairés sur ce mystère. Ils ont étudié ce qui se passe dans le cerveau lorsque de nouvelles idées créatives et innovantes émergent lors de la résolution de problèmes. We've, for many years now, been looking at aha moments, what psychologists call insight, when a new idea or a new perspective suddenly pops into your awareness, seemingly out of nowhere. And that is a really fascinating aspect of creativity. Creativity is not about mental strategies. Creativity is about a brain state. There is a state that we've identified using our neuroimaging techniques. And there are things that you can do to get into the state so that you'll be more likely to have these aha moments. Lors de leurs expériences, Biman et Kounios ont décidé de faire passer des IRM à un groupe de personnes tout en leur faisant faire des exercices de résolution de problèmes. Et ils ont révélé quelque chose de spectaculaire. Une partie spécifique du cerveau s'est activée au moment exact où les gens étaient frappés par une intuition créative de la solution. Et cette partie s'appelle le cortex singulaire antérieur et est responsable des nouvelles intuitions créatives. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 stratégies pour hacker ton cerveau pour une créativité maximale. Mais avant cela, nous devons nous poser une question encore plus fondamentale. Que fait le cerveau ? Le cerveau est responsable de l'élaboration de nouveaux plans d'action, ce qui nous distingue des animaux. Par exemple, si tu observes un animal maintenant et que tu observes ces mêmes animaux dans 2000 ans, ils se comporteront à peu près de la même manière. Mais les humains, eux, sont câblés différemment. La créativité concerne le champ des possibilités. Il s'agit de l'élaboration de plans d'action qui sont à la fois nouveaux et efficaces, ce qui les rend infiniment précieux. Et ces deux critères sont requis pour qu'une solution soit considérée comme pertinente. Donc il faut qu'il soit nouveau et efficace. Que ce soit une nouvelle idée de business, une nouvelle campagne marketing, un projet scolaire, trouver de nouvelles idées de contenu, écrire une nouvelle chanson ou créer un positionnement unique pour sa marque. Et toute personne qui travaille dans le monde de la pub le sait. Des millions d'euros sont dépensés chaque jour en publicité pour vendre des produits. Et on sait maintenant que la variable numéro 1 pour le succès d'une publicité, c'est la créative. C'est l'angle original qui capte l'attention, l'idée innovante qui fascine les gens, la nouvelle perspective unique qui pique la curiosité. C'est ce qui fait que les gens cliquent, restent et finalement achètent. Et la raison pour cela n'est pas logique, elle est psychologique. Par conséquent, une énorme quantité de créativité est requise. Lorsque notre cerveau fait de nouvelles connexions pour trouver une solution innovante à notre problème, cela crée également un pic de dopamine dans notre cerveau. Donc, la créativité est à la fois infiniment précieuse pour les autres, et par là je veux dire la société dans son sens large, mais également pour nous-mêmes, parce que cela fait du bien d'être créatif. Cela inonde notre cerveau de dopamine. Donc, voyons ensemble la première stratégie pour activer ton cortex singulaire antérieur pour une intuition créative maximale. Pour comprendre comment fonctionne le cortex singulaire antérieur, je nous invite à faire l'expérience de pensée suivante. Imagine que ton cortex singulaire antérieur est comme un ascenseur. Ta conscience, elle, se situe au rez-de-chaussée, tandis que ton subconscient, lui, contient tous les autres niveaux. Et à chaque étage, différentes idées et plans d'action possibles sont présentés. Ton cortex singulaire antérieur, c'est comme l'ascenseur qui va aller chasser et regarder aux différents étages quelles idées il contient. Et ensuite, si l'idée est jugée pertinente pour résoudre le problème, il la ramènera au rez-de-chaussée de retour à la conscience. C'est le fameux aha moment ou l'intuition. Lorsque les portes de cet ascenseur s'ouvrent et que la nouvelle idée est présentée, cela déclenche de la dopamine.
Alors comment activer ton cortex singulaire antérieur? La vérité, c'est que lorsque nous sommes analytiques, nous sommes incapables d'activer cette partie de notre cerveau. Nous ne pouvons atteindre que les solutions qui sont familières, donc qui sont disponibles à notre étage actuel. Et nous ratons toutes ces nouvelles idées créatives. La clé pour activer ton cortex singulaire antérieur, ça va être un bon mood. You can also get into a preparatory brain state by being in a positive mood. Le cerveau, quand il est dans une bonne humeur, se sent plus en sécurité. Il est plus disposé à explorer plus loin dans l'inconnu, dans le subconscient et à aller chercher le non familier. Et c'est ainsi que de nouvelles découvertes sont faites, en explorant des territoires inconnus. Mais à l'inverse, lorsque nous sommes stressés, notre cerveau est en mode fight or flight, combat ou fuite, qui va aller chercher ce qui est familier, ce qui est rassurant, ce qui est connu. Et donc, voyons ensemble une des clés pour maximiser la création d'un bon mood et donc l'activation de notre ACC. Depuis 2004, Google mise sur l'autonomie en tant que moteur de croissance grâce à son programme 20% Time, dans le cadre duquel les ingénieurs de Google peuvent consacrer 20% de leur temps à des projets qu'ils ont eux-mêmes conçus en accord avec leur passion et motivation profonde. Et cette expérience a donné des résultats incroyables. Déjà, plus de 50% des produits les plus rentables de Google sont issus de ce 20% Time. Par exemple, AdSense, Gmail, Google Earth, Google Maps, Gmail Labs. Et donc, ce que les grands géants de la tech ont compris, et ce qui en fait vraiment un secret de la Silicon Valley, c'est que le bien-être de leurs employés est mis au sommet de leurs priorités. Ils savent que leur capacité à rester compétitif sur un marché en constante évolution est d'innover constamment. Et ils savent que mettre leurs employés dans un environnement qui favorise une bonne humeur, un bon mood, maximise leurs chances de trouver ces nouvelles idées créatives. Je me permets d'interrompre rapidement cette vidéo, mais si tu es un solopreneur ou un créatif et que tu souhaites lancer ta création de contenu, on t'a créé 14 systèmes simples pour lancer ta création de contenu en 14 jours et débloquer ton plein potentiel créatif. C'est le premier lien en description. Je te laisse aller checker ça et sans plus attendre, revenons dans la vidéo. La deuxième stratégie pour hacker ta créativité va être d'élargir ton horizon. On a tous déjà entendu parler de la croyance selon laquelle l'hémisphère gauche de notre cerveau est logique et analytique, tandis que l'hémisphère droit de notre cerveau est créatif. Mais la réalité, c'est que la créativité requiert les deux parties de notre cerveau. Le cerveau a deux hémisphères, donc avec deux rôles et modes de fonctionnement assez différents. L'hémisphère gauche est orienté détail, tandis que l'hémisphère droit est orienté vision globale, vision d'ensemble. Donc, si on est bloqué avec un problème et qu'on est obsédé par rapport au problème, on a le côté gauche de notre cerveau qui est fortement activé. On devient analytique. Et donc, notre focus devient comme un faisceau de laser, très précis, très concentré, mais aussi très étroit. Mais lorsque notre cerveau reste trop longtemps sur ce mode, on expérimente souvent la loi des rendements décroissants. Donc, chaque minute supplémentaire de travail réduit progressivement notre productivité au point qu'elle devienne contre-productive. Mais au lieu de se concentrer davantage sur le problème, on devrait prendre la route opposée et se déconnecter complètement du travail. Parce que comme beaucoup de choses dans la vie, la solution ici va être contre-intuitive. Plus on chasse le statut, plus cela signale un statut faible. Plus on se concentre sur l'argent, moins on crée de valeur. Plus on chasse l'approbation des autres et moins ces personnes-là nous respecteront en retour. Donc de la même manière, plus on reste bloqué et fixé sur un problème que l'on essaye de résoudre, plus il nous échappe. Et donc la meilleure chose à faire est d'arrêter. Arrêter d'en être obsédé, arrêter de se focaliser sur le problème et de let go, grosso modo. Alors qu'est-ce que l'on veut faire à la place? On veut élargir notre horizon. Lorsque l'on élargit notre perspective physiquement, on élargit aussi notre perspective mentalement. Et donc, une des façons qui va être la plus efficace pour ça, ça va être d'aller marcher, d'aller faire du sport, d'aller dans un environnement qui est autre que celui dans lequel nous sommes actuellement. Donc, on veut penser à l'esprit analytique et l'esprit créatif comme deux muscles antagonistes. Lorsque l'un est concentré et activé, l'autre est détendu et désactivé. Et donc le côté gauche ou l'hémisphère gauche de notre cerveau est comme un faisceau de laser, comme on l'a vu. Tandis que le côté droit de notre cerveau est comme une lumière diffuse. Si on projette un faisceau de laser sur un mur, seule une petite zone sera visible. Mais si on projette une lumière diffuse sur ce même mur, une partie beaucoup plus large sera révélée. Et c'est exactement comme ça que fonctionne notre cerveau. Lorsque tu élargis ton horizon, ton cerveau peut voir l'image plus complète, la vision dans sa globalité. Il peut chercher des idées plus éloignées qu'il ne pouvait pas voir en étant en mode laser. Il peut maintenant faire de nouvelles connexions. Et donc la créativité nécessite d'osciller constamment entre ces deux modes de cognition, ces deux modes de focus qui vont être assez différents. La partie analytique, elle ne voit que les arbres, tandis que la créativité, elle voit la forêt tout entière.
Et donc exercer pleinement ta créativité, c'est comme exercer un muscle à travers une alternance constante de contraction et d'extension. Tu dois alterner entre des phases de concentration et de relaxation. Quand tu te concentres, tu prépares ton esprit, tu prépares ton cerveau, tu fixes l'intention et l'objectif et le problème que tu cherches à résoudre. Quand tu détends ton cerveau, quand tu te détaches du travail, tu incubes ton esprit et donc l'inconscient, lui, reprend le contrôle et va aller chercher à créer de nouvelles connexions. Et donc, si l'on reste que constamment concentré dans un mode de focus, on empêche cette haute partie de notre cerveau, qui en réalité est le default mode network, qui va aller justement créer cette phase d'incubation, créer des connexions en arrière-plan. Et donc, comment est-ce qu'on peut entrer dans ces états-là pour aller justement élargir notre horizon et permettre à notre cerveau d'établir de nouvelles connexions? Eh bien, on veut aller regarder au loin physiquement, en se déplaçant. Par exemple, en allant dans ton coffee shop local préféré ou même en allant dans un endroit inhabituel où on n'a pas l'habitude d'être. Je t'invite à faire cette expérience-là. Essaye d'aller à un endroit inhabituel et remarque comment ton cerveau voit maintenant toutes les choses auxquelles il était auparavant aveugle. Prends l'habitude d'élargir ton esprit et d'élargir vraiment ton champ des possibilités, en fait, de garder une ouverture d'esprit pour élargir ta perspective. Est-ce que tu te souviens quand tu as voyagé dans un endroit complètement nouveau pour la dernière fois ? Est-ce que tu te rappelles comment ton cerveau remarquait constamment tout autour de toi, cherchant de nouveaux signaux ? Et comment tu te sentais excité et inspiré ? Et comment toutes les choses que tu remarquais autour de toi étaient tout d'un coup beaucoup plus intéressantes, lorsque tu vas dans un endroit familier ou que lorsque tu prends par exemple une route familière, lorsque tu prends toujours la même route pour aller au boulot par exemple, eh bien là tu es plus en mode pilotage automatique et donc ton cerveau notifie beaucoup moins de choses. Et donc si nous nous concentrons constamment de la même manière sur les mêmes choses, peu importe à quel point nous essayons, nous allons constamment remarquer les mêmes idées, répéter les mêmes schémas et arriver aux mêmes conclusions. Ce qui conduira à expérimenter les mêmes résultats et donc rester coincé dans la même situation encore et encore. La solution est hautement contre-intuitive, c'est de lâcher prise. La meilleure façon d'être créatif, ce n'est pas de forcer et d'essayer d'être créatif, c'est d'alterner constamment entre ces deux modes de cognition, donc hautement focus et hautement relaxé. La troisième stratégie pour hacker ta créativité va être de faire de la place pour le no time. Le no time, c'est le nom pour tous les blocs de temps vides sans interruption de sources extérieures. Pas de téléphone, pas de réunion, pas de collègues, pas de pression temporelle et tu as le temps pour le luxe ultime, la patience. Et la créativité a besoin de ce no time. Il va y avoir deux types de no time. Le premier type de no time, ça va être le zéro distraction, communément appelé sous le nom de deep work. Paul Graham, le cofondateur de Y Combinator ou Y Combinator, est arrivé avec ce concept de maker schedule vs manager schedule. Donc le maker, le créateur vs le manager, et en vraiment notifiant les différences de type d'emploi du temps en fonction du type de personne que tu vas être. Donc le manager schedule, ça va être une personne qui va avoir beaucoup de petits blocs de temps répartis au cours de sa journée, avec beaucoup de meetings, de réunions, etc. Et le but de ce type d'emploi du temps, le but du manager schedule, va être de gérer de l'humain, de gérer des relations, et donc ça va être ce qui va être le proxy pour sa productivité, va être le nombre de réunions qu'il va réussir à avoir, le nombre de points qu'il va réussir à faire au cours de sa journée. A l'inverse, le maker schedule, le créatif, lui, veut avoir des longues périodes sans interruption, dans lesquelles il va pouvoir avoir ce non-time qui va lui permettre de vraiment développer sa créativité, plonger en profondeur dans son expertise. Donc Paul Graham justement souligne l'importance d'aligner son emploi du temps en fonction du type d'effort que l'on veut produire, que l'on veut créer. Si on est un créatif, si notre productivité dépend de la qualité de ce que l'on crée, cela va être primordial de traiter son temps de manière beaucoup plus stricte avec des gros blocs sans interruption qui vont nous permettre d'aller en profondeur dans notre sujet. Les réunions constantes, à l'inverse, sont comme de la kryptonite pour l'esprit créatif. Ça ne laisse pas assez de place à l'ACC, l'anterior cingulate cortex, pour explorer différentes options, se tromper, réessayer et finalement pouvoir présenter de nouvelles idées. En 2 heures de focus sans distraction, le créatif peut accomplir beaucoup plus qu'en 8 heures de sollicitation externe constante. La réalité, c'est que ces idées créatives ne viennent pas sur demande, mais on peut maximiser nos chances en étant pleinement concentré pour que l'on puisse remarquer quand ces nouvelles idées arrivent. Et le deuxième type de no time va être le fait d'avoir zéro travail. Donc le premier, c'était zéro distraction, et le deuxième, c'est zéro travail. Pour justement nous permettre d'élargir notre horizon, comme on l'a vu avec la deuxième stratégie, la créativité nécessite de l'incubation. Justement, ces périodes de vide où le default mode network va pouvoir s'activer et aller justement créer ces phases d'incubation qui vont permettre l'émergence de nouvelles idées créatives.
Par exemple, lorsque je prends ma voiture pour aller en ville, pas pour faire quoi que ce soit en particulier, mais justement parce que le fait d'avoir le paysage qui défile juste sous mes yeux nécessite très peu d'efforts conscients et cela crée un état presque hypnotique de rêverie dans lequel les idées créatives ont tendance à incuber. Pareil, lorsque par exemple on prend sa douche ou lorsqu'on va faire du sport, on va avoir ces nouvelles idées qui vont revenir. Donc c'est hyper important de créer ce no time, autant pour des phases de deep work, autant pour des phases de deep relaxation. Donc, par exemple, j'ai aussi intentionnellement arrêté de prendre les transports en commun pour marcher et donc plus intentionnellement avoir ces zones de vide. Donc, construire des blocs de no time dans sa journée va être crucial. On veut embrasser pleinement l'ennui et le moment présent. J'étais bloqué pendant pas mal de temps sur la section pour expliquer comment le cortex singulaire antérieur fonctionne et pour communiquer ce concept de manière pertinente. Et après une session d'écriture rapide, j'ai décidé de me déconnecter et d'aller prendre un café dans mon coffee shop habituel. Et en rentrant chez moi, l'idée m'a instantanément frappé alors que je me tenais juste devant l'ascenseur de mon immeuble. Et c'est un exemple commun de comment le no time peut aider à cadrer ton cerveau pour remarquer de nouvelles idées dans des choses quotidiennes qui, d'apparence, paraissent insignifiantes. La quatrième stratégie pour hacker ta créativité va être de nourrir le système de reconnaissance de patterns. J'en parlais dans une de mes précédentes vidéos de pattern recognition, si tu veux aller voir plus en détail, c'est ici. Mais en clair, que nécessite la créativité ? D'établir de nouvelles connexions. Et qu'est-ce que établir de nouvelles connexions nécessite ? Des points de data. Beaucoup de points de data. Notre cerveau est comme un système. Et si on ne nourrit pas constamment ce système avec de nouvelles informations, alors on manquera la data nécessaire pour établir de nouvelles connexions. C'est pourquoi on dit que la chance sourit aux esprits préparés. Plus les inputs et donc les informations que tu fournis à ton cerveau sont qualitatives, et plus les outputs, donc les nouvelles idées qu'il crée, vont être qualitatives également. Cela va de soi. Et donc intentionnellement nourrir son système de reconnaissance de pattern avec de l'information dans notre domaine d'expertise ou dans un domaine légèrement éloigné va nous permettre de créer ces nouvelles connexions. Lorsque notre cerveau établit de nouvelles connexions et qu'une nouvelle idée pop-up dans notre tête, cela crée un pic de dopamine. Et donc la reconnaissance de pattern est un de nos mécanismes de survie permettant au cerveau de naviguer plus efficacement face à l'inconnu. Si l'information avec laquelle nous nourrissons notre système est trop restreinte dans notre domaine de compétences actuel, alors cela ne sera pas suffisant pour aller créer ce pic de dopamine, nous poussant à établir de nouvelles connexions. C'est pourquoi il est primordial de chercher à élargir son horizon, à explorer en dehors de notre propre domaine. Et c'est exactement pour cette raison que les enfants sont autant émerveillés tout le temps. Parce que chaque situation, expérience et information à laquelle ils sont confrontés est nouvelle pour eux et qui crée un pic de dopamine. A l'inverse, lorsque l'on devient adulte, on s'enferme dans la routine, dans ce qu'on connaît déjà. Et même si cela a beaucoup de bénéfices, le revers de la médaille est que tout devient plus fade et plus ennuyant. Nous nous créons nos propres œillères qui nous empêchent de remarquer de nouvelles informations et de créer de nouvelles connexions. Alors ce que je t'invite à faire, c'est d'observer tes curiosités naturelles. Identifie les intersections entre ton expérience et tes curiosités. Partage tes nouvelles découvertes et deviens un curateur. La cinquième stratégie pour hacker ta créativité va être de maintenir le momentum. Entrer dans le flow est parfois difficile. Parfois tu es motivé, inspiré, parfois tu ne l'es pas. Mais sans le flow, pas de créativité. La meilleure façon de faire est toujours de s'arrêter lorsque l'on est en train de bien avancer et quand on sait ce qui va se passer ensuite. Si vous faites cela chaque jour, vous ne serez jamais bloqué. Ernest Hemingway. Une fois que tu as programmé ton no time et que tu arrives finalement au point où tu entres dans le flow, arrête-toi au milieu d'une phrase. Arrête-toi au milieu de la tâche. Les experts en productivité détestent ça, mais ton cerveau créatif, lui, deviendra accro au travail et en voudra plus. Le phénomène psychologique qui se passe ici est que notre cerveau déteste les boucles ouvertes. Ton subconscient travaillera sur le problème une fois que tu en seras parti. Et donc, ne prends pas ça comme une excuse, bien sûr, pour laisser une tâche traîner indéfiniment, mais si tu finis une tâche pour la journée, commence-en simplement une autre, et juste une fois que tu entres dans le flow, arrête-toi. Le jeune écrivain John McPhee restait à sa machine à écrire jusqu'au milieu de la nuit. Mais il comprit peu à peu qu'il payait le lendemain et que sa productivité globale en pâtissait. Si je suis au milieu d'une phrase et que je suis tout excité et que ça avance vraiment bien, dit-il, je me lève et je rentre chez moi.
La raison pour laquelle cela fonctionne si bien est que cela est comme un cliffhanger à la fin d'un épisode Netflix. Cela crée une boucle ouverte et le cerveau déteste les boucles ouvertes. Il veut savoir ce qui se passe ensuite. Mais ce n'est pas simplement le fait de s'arrêter qui est important, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que même si nous ne sommes pas en train de consciemment travailler sur le problème, notre subconscient, lui, travaille et continue à travailler dessus en arrière-plan. C'est la fameuse période d'incubation du cycle de la créativité de Henri Poincaré. Lorsque nous rêvassons, c'est le default mode network qui est actif en background et qui travaille activement sur le problème. Le fait de consciemment s'arrêter au milieu d'une tâche et de délibérément poser l'intention de revenir dessus plus tard, quelques heures plus tard ou le lendemain, nous permet de programmer notre subconscient à travailler sur le problème pour nous. C'est un peu comme rédiger un prompt et demander à l'IA de réaliser une tâche pour nous, sauf qu'ici, c'est notre subconscient qui travaille sur la tâche. On ne produit pas un travail remarquable en sprintant jusqu'à la fin, mais on est plus susceptible d'atteindre de grandes choses en s'arrêtant au moment stratégique et en reprenant le lendemain. Hacker sa créativité n'est pas une question de stratégie. Il s'agit d'un état cérébral créant un terreau fertile propice aux nouvelles idées. Et cela requiert de créer les conditions optimales en redesignant une vie de sens autour de notre travail créatif pour nourrir notre plein potentiel. Et ces habitudes cumulées ensemble te permettront de créer un travail plus gratifiant et plus qualitatif tout en travaillant moins avec plus de focus. Tel est le lifestyle du créatif. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura été utile si tu es un solopreneur ou un créatif. On t'a créé 14 systèmes simples pour lancer ta création de contenu en 14 jours et débloquer ton plein potentiel créatif. C'est le premier lien en description, je te laisse aller checker ça. Et en attendant, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.